Lors du séquençage du génome humain, c'est-à-dire de l'ensemble de notre patrimoine héréditaire, ça a été achevé en 2003. La principale conclusion semblait très blessante pour l'orgueil humain. Nous ne posséderions qu'à peine 25 000 gènes, beaucoup moins que le grain de riz qui en compte 50 000, à peine plus que le petit ver élégance qui avait été séquencé quelques mois plus tôt. Autre découverte, ces gènes n'occupent que 3% de notre molécule d'ADN qui mesure 1 mètre de long. Les clés de notre complexité ne se trouvent donc pas dans les séquences qui contiennent le message permettant la synthèse des protéines, les milliards de briques différentes qui constituent notre organisme. La molécule d'acide désoxyribonucléique qui est commune à tous les êtres vivants. Elle est enfermée dans le noyau de chaque cellule et est constituée de 2 chaînes qu'on appelle des nucléotides et qui s'enroulent en double hélice. Ces chaînes sont réunies comme dans une échelle par 4 barreaux qui s'ouvrent en leur milieu à chaque division cellulaire. On ne peut pas, quand on regarde la molécule d'ADN, ne pas évoquer l'échelle de Jacob, qui a été plantée dans la terre et dont l'extrémité était dans le ciel, avec des anges qui étaient merveilleux de joie et au contraire, des petits démons qui étaient extrêmement inquiets. Ces ponts sont formés de 2 corps chimiques de 2 bases qui s'attirent réciproquement, adénine attirant thymine et réciproquement, cytosine adhérant la guanine et réciproquement. Eh bien, c'est tout simplement par le jeu de ces 4 paires de bases que sont fabriqués les acides aminés qui sont les pierres élémentaires que vous voyez ici sur la gauche, qui sont les briques élémentaires de nos protéines. Chez l'homme, il y a 20 acides aminés, mais il en existe une bonne centaine dans la nature. Une suite de 3 barreaux de l'échelle code pour un seul acide aminé. L'unité du code, c'est une succession de 3 barreaux de l'échelle. On l'appelle le codon. Comme chaque barreau a 4 manières d'être, il y a 4 à la puissance 3 possibilités pour chaque unité, c'est-à-dire 64, est très largement suffisant pour synthétiser, pour coder au moins une fois tous les acides aminés. Chaque codon est univoque et ne peut synthétiser qu'un seul acide aminé. Mais le même acide aminé peut être synthétisé par plusieurs codons. C'est pourquoi on dit très souvent que le code génétique est dégénéré ou redondant. La molécule d'ADN est entourée de protéines qui constituent la chromatine et qui est une sorte de ressort à boudin qui, comme le montre le schéma, peut s'étirer ou au contraire se recroqueviller. Dans certaines zones, le code génétique ne peut être décrypté que dans la partie attirée. Ici, vous voyez les différents stades de cette chromatine. Alors, si pour une raison ou pour une autre, le mécanisme est bloqué, eh bien le message ne peut pas être déchiffré si la chromatine est restée recroquevillée. Il existe dans les chromosomes des zones où la chromatine, appelée alors hétérochromatine, reste à l'état de condensé. C'est le cas du centromère, qui est la partie motrice du chromosome, et c'est le cas également de certains chromosomes qui portent des zones d'hétérochromatine particulièrement importantes. Ici, c'est le chromosome 9. Ce n'est pas une pathologie, c'est simplement un marqueur d'une population. Mais c'est le cas également du chromosome Y, dont la taille varie d'une ethnie à l'autre, d'une race à l'autre. Et vous voyez, ça peut varier en fait de 1 à 3. Il faut savoir que le chromosome des Sémites, c'est-à-dire les descendants du père Abraham, qu'il soit juif ou arabe, est de cette taille-là. Cette observation aurait été connue dans certaines années. Il est évident qu'aucun garçon juif ou arabe n'aurait vu le monde. Tout cela
Tout ce que je viens de vous dire, que vous avez appris quand vous étiez jeune, tout cela reste vrai. Mais une équipe anglaise vient, il y a quelques années, de démontrer ce qu'on avait évoqué depuis fort longtemps, que dans cette zone d'ADN à 2 brins, il y a des zones à 4 brins. À ce moment-là, les ponts, les barreaux, sont faits simplement de 2 guanines, et non plus cytosine-guanine ou guanine-cytosine. Ces zones sont appelées quadruplexes. Elles forment des nœuds qui gênent la réplication de l'ADN lors des divisions cellulaires. Ces structures à 4 brins sont présentes aussi bien dans les bactéries que chez les mammifères. On en estime leur nombre à plus de 300 000 dans notre génome à nous, humains. Si l'évolution les a conservées, c'est qu'elles ont un rôle positif dans la régulation de l'information génétique. Ces structures ont été observées en très grande quantité dans certaines maladies, en particulier le syndrome de Werner qui se traduit par un vieillissement extrêmement précoce, ou le syndrome de Bloom qui associe un déficit mental et un très grand risque de tumeurs cancéreuses dès l'enfance. Quantité d'indices laisse penser que ces quadruplexes pourraient avoir un rôle décisif dans la lutte de certaines maladies et ouvrir des voies de traitement inédits. En effet, elles se trouvent en amont des gènes impliqués dans la formation des tumeurs cancéreuses. Par ailleurs, leur fréquence est très élevée à l'extrémité des chromosomes, ce qu'on appelle les télomères, que vous voyez ici, teints en rouge et que vous voyez à droite, brillants. Ces télomères s'usent, sont grignotés progressivement au fur et à mesure de la multiplication des divisions cellulaires, et donc la taille des télomères varie en fonction de notre âge. Ça s'use. Chose à remarquer, dans les tumeurs cancéreuses, les télomères ne s'usent pas. Au contraire, ils se rallongent, d'où probablement l'effet de la quasi-immortalité des cellules cancéreuses. Un traitement capable de dénouer les nœuds formant les quadruplexes pourrait probablement empêcher la formation d'une arme qui serait l'arme idéale anticancéreuse. Certains patients sont déjà traités par ces nouvelles molécules. Il ne s'agit bien sûr pas de traitement miracle. Comme tous les traitements, il y a des retombées. Donc il faut juger l'intérêt de mettre en route ces traitements. Le terme gène désigne une unité d'information codée par une suite de nucléotides sur le brin d'ADN. Le gène est infiniment complexe. Quelques-uns sont très grands et peuvent dépasser le million d'unités, comme c'est le cas dans le gène responsable de la myopathie du chêne. Destiné à être traduit, le gène contient l'information nécessaire à la synthèse des protéines. Il est constitué d'une alternance de séquences codantes, donc capables de fabriquer les protéines, qu'on appelle exons, et de séquences non codantes qu'on appelle introns. Ces séquences sont séparées par une zone, par un mécanisme dynamique qu'on appelle l'épissage. Seuls les exons sont traduits en protéines, comme vous le voyez sur le schéma. L'ADN est confiné dans le noyau. Or, la synthèse des protéines se fait dans le cytoplasme. Il faut donc un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est la molécule d'ARN qui va prendre le message de l'ADN qui reste coincé dans le noyau et qui est capable d'aller dans le cytoplasme. Comme l'ADN, l'ARN est constitué par une suite de nucléotides, mais n'a qu'un seul brin sur lequel est accrochée une seule base. 3 de ces bases sont communes à l'ADN, adénine, cytosine, guanine. Par contre, la thymine est remplacée par l'uracile. Comme pour l'ADN, l'unité du code, le codon, est une suite de 3 nucléotides. Certains gènes portés par l'ADN sont dits des gènes de structure. Ils sont transcrits dans l'ARN au moment où les 2 brins d'ADN vont se séparer au moment donc des divisions cellulaires. L'ARN messager vient prendre le message, capte le message de l'ADN, et là encore vous retrouvez la même complémentarité entre les bases. Et c'est cet ARN qui va ensuite pouvoir sortir
du noyau et va être décrypté dans un organisme qu'on appelle le ribosome, petit organisme qui se trouve dans le cytoplasme, avec une rainure à l'intérieur, et la molécule d'ARN est transcrite progressivement. Et au fur et à mesure que le message va être capté, on va fabriquer les fameuses protéines. Car au cours de notre digestion, les aliments que nous absorbons sont transformés en acides aminés qui sont amenés par l'ARN de transfert les uns après les autres au niveau du ribosome. Et c'est là où le code va être enfin décrypté. Alors, là encore, chaque acide aminé possède son code, qu'on appelle des anticodons, et va se placer sur la molécule d'ARN en complémentarité. Et petit à petit, alors l'ARN va circuler. Au fur et à mesure, chaque acide aminé avec son anticodon va se présenter au bon endroit, et ensuite ils vont se coller les uns aux autres pour former la protéine, donc, qui va correspondre au code du gène qui est resté à l'intérieur de l'ADN. Toute cette activité, bien entendu, demande une énergie énorme, et cette énergie énorme est fournie par les mitochondries, qui sont des minuscules vésicules creuses avec une double membrane, ce qui va augmenter la capacité de fabriquer de l'énergie. Utilisant 80% de l'oxygène que nous respirons, elle transforme le potentiel énergétique venant de notre alimentation en la seule énergie utilisable par les cellules, l'ATP. Les cellules humaines, chaque cellule humaine, contient en moyenne 1500 mitochondries. Elles sont d'autant plus nombreuses que l'activité cellulaire est intense. Elles sont mobiles, elles se déplacent dans le cytoplasme de chaque cellule en fonction des besoins. Chacune de ces mitochondries possède un noyau d'ADN qui lui est propre et qui a une forme circulaire, qui code pour 37 gènes et seulement pour 13 protéines. Chacune de ces mitochondries possède son propre patrimoine génétique, se multiplie, s'autosupprime totalement indépendamment de la division cellulaire. L'ADN mitochondrial est transmis de génération en génération uniquement par les femmes, car au moment de la fécondation, le spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule abandonne le flagelle qui contient toutes ces mitochondries. L'ADN mitochondrial ne suit pas l'hérédité mendélienne, mais celle de l'hérédité cytoplasmique. Cette forme d'hérédité a permis de proposer un arbre de filiation des différentes ethnies humaines et de retrouver nos ancêtres en Éthiopie, où ils vivaient il y a 200 000 ans. Notre code génétique, notre génome, n'est pas fixé une fois pour toutes. L'absence ou le remplacement d'une base de nucléotides d'un ou de plusieurs codons, ce qu'on appelle une mutation, peut survenir à tout moment, car l'ADN est exposé en permanence à une foule d'agents mutagènes, comme certains produits chimiques, les rayons ultraviolets, les radiations, qui altèrent les bases, qui cassent les brins, ou cassent les brins. Heureusement, toutes les mutations n'ont pas un effet délétère sur les cellules. Par contre, si elles touchent l'ADN d'un spermatozoïde ou d'un ovule, elles vont être transmises à la descendance et provoquer les maladies dites héréditaires. Alors, qui vont se transmettre selon le mode dominant. Ici, c'est une petite fille qui a un syndrome de Waardenburg, selon le mode récessif, comme ce petit Africain qui est albinos, ou sur le mode lié au sexe, comme dans la maladie de l'X fragile. Ces mutations ne sont pas définitives. Elles peuvent se réparer. Si une mutation touche l'un des brins de l'ADN, le brin complémentaire peut servir pour la réparation. Dans le noyau de la cellule, une batterie d'enzymes détecte les anomalies de la double hélice, les corrige en réinsérant là ou les bases correctes. Un défaut dans ce système est considéré actuellement comme l'une des clés de transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse. Par ailleurs, nos cellules réparent en permanence les extrémités
de nos chromosomes, les fameux télomères dont on a parlé tout à l'heure. Elles utilisent pour son faire un enzyme, la télomérase, qui est capable d'ajouter de nouveaux nucléotides. On sait depuis peu le rôle de cette enzyme, la télomérase, dans le processus de vieillissement et dans l'apparition des cancers. Le taux de mutation de l'ADN mitochondrial est 10 à 20 fois plus élevé que celui observé dans l'ADN nucléaire. Dans une même cellule, il y a donc des mitochondries dont le génome a muté et des mitochondries normales, dans des proportions différentes d'un tissu à l'autre, ce qui rend compte, ce qui explique la complexité de ces pathologies mitochondriales qui sont extrêmement graves. De nombreuses maladies constitutionnelles sont dues en effet à des mutations mitochondriales. Elles concernent surtout les organes gros consommateurs d'énergie, les muscles, les yeux, les os, le système nerveux. Réparer l'ADN, c'est l'objectif de la thérapie génique. En principe, il devrait suffire d'insérer un ADN réparateur dans un vecteur, par exemple dans un virus, que l'on utiliserait comme un outil capable de l'intégrer au génome des cellules qui l'infectent. Mais pour que cette technique soit réellement efficace, il faudrait qu'elle agisse sur un très grand nombre de cellules. Elle n'est pas sans risque, car le fragment d'ADN peut se fixer n'importe où dans le génome et peut entraîner des catastrophes. Depuis peu, il est possible, dans une thérapie que l'on appelle saut d'exon, d'empêcher la traduction des zones anormales que contiennent certains gènes. Alors ici, c'est l'exemple du gène de la myopathie. La protéine normale s'appelle la dystrophine, et quand cette protéine, cette dystrophine est perturbée, elle tue les muscles progressivement. Eh bien, avec les techniques d'ARN antisens, on est capable maintenant d'empêcher la traduction de la zone pathologique du gène, c'est-à-dire cette partie-là. Alors, finalement, la protéine va être trop courte, puisqu'il y a une partie de l'information qui a été supprimée, mais l'expérimentation chez l'animal et des tentatives cliniques sont déjà faites actuellement et semblent très prometteuses. François Jacob et Jacques Monod ont démontré que certaines séquences d'ADN ne sont pas utilisées dans la fabrication des protéines. Soit c'est ce qu'on appelle l'ADN non codant, soit elles ne sont pas lues lors de la transcription, soit elles sont lues mais elles ne sont pas traduites. Certaines de ces séquences portent des gènes dits régulateurs, qui sont probablement les gènes les plus importants de notre code génétique. C'est un peu comme des boutons sur lesquels on appuie, ou au contraire, qui s'éteint parce que le bouton n'est plus activé. Ces espaces vides permettaient en outre d'expliquer pourquoi les gènes subissaient moins de perturbations que prévu, puisque dans ces gènes non codants, dans cet ADN non codant, les mutations n'auront pas de conséquences. Alors comment imaginer que la sélection naturelle, qui élimine immanquablement au cours de l'évolution tout ce que n'est pas utile à l'organisme, comment peut-on croire que cet tant d'ADN qui a été conservé ne sert à rien? Il semble que 10% de ces séquences non codantes répriment ou amplifient l'expression de tel ou tel gène. Notre génome est en vie grâce à ces millions d'interrupteurs qui déterminent si un gène doit s'exprimer ou non. Ces régulateurs fonctionnent de différentes manières et contiennent probablement le secret du bon fonctionnement de nos cellules. Dépendantes des cellules voisines, de la nourriture, de l'âge de l'organisme, de l'environnement, cette régulation est le propre de ce qu'on appelle actuellement l'épigénétique, ce nouveau domaine à découvrir pour expliquer non pas la constitution de nos gènes, mais la façon dont ils sont utilisés. Complément de la génétique, l'épigénétique étudie comment l'environnement, l'histoire individuelle influent
sur l'expression des gènes sans altérer les séquences d'ADN, sans qu'il y ait des mutations génétiques, mais par exemple en modifiant tout simplement le déroulement de la chromatine à l'endroit où se trouvent certains gènes, dont l'expression de ce fait sera perturbée. Si par exemple ce déroulement a été bloqué en raison d'un facteur quelconque, les gènes ne seront pas transcrits. A l'inverse, si la chromatine reprend un déroulement normal, les gènes retrouvent leur capacité de s'exprimer et la fonction cellulaire repart dans un cours normal. Si l'organisme était exclusivement programmé par le code de l'ADN, tous les organismes possédant le même ADN devraient être identiques, comme par exemple les vrais jumeaux. Or, tout le monde sait que ce n'est pas le cas. De plus, dans l'embryon, toutes les cellules ont le même génome. Et pourtant, au fur et à mesure de l'évolution de la vie intra-utérine, les cellules vont se différencier. La première cellule qui tout d'un coup est capable de fabriquer du foie va se diviser en deux cellules uniquement capables de fabriquer du foie, car elles ont hérité non seulement des gènes de la cellule mère, mais aussi du potentiel d'activité de chaque gène de cette cellule. Certains gènes anormaux, certaines mutations, n'entraînent pas la même affection si le gène pathologique est transmis par le père ou par la mère. C'est le cas d'un gène qui est situé sur le chromosome 15. S'il est transmis par le père, il entraîne le syndrome de Willy-Pradder qui va se manifester par un enfant très handicapé mental, obèse et de petite taille. Et si ce même gène, la même constitution, mais est transmise par la mère, l'enfant sera atteint du syndrome d'Angelman qui associe des crises d'épilepsie très graves et un déficit mental. L'anomalie du code est la même dans les deux cas. Ce qui est différent, c'est l'état épigénétique des chromosomes qui portent le gène, c'est-à-dire les conditions de vie, l'alimentation, l'âge du père ou de la mère. Les mécanismes épigénétiques contribuent à ce que certains gènes soient exprimés à un moment et pas à un autre. Ainsi, par exemple, certains gènes qu'on appelle des oncogènes se multiplient à toute vitesse durant la vie intra-utérine pendant le développement de l'embryon. Ces mêmes gènes sont priés de s'apaiser après l'accouchement, car s'ils sont réveillés, ils vont être responsables de leucémie. C'est ce qui est arrivé, hélas, il y a quelques années, chez certains enfants souffrant d'un déficit immunitaire, qu'on avait traité par un virus qui aurait dû empêcher la traduction de certains exons du gène pathologique, comme cela est fait actuellement pour traiter la myopathie du chêne. Malheureusement, l'ARN antisens est fixé non pas sur le gène pathologique, mais sur un oncogène très proche. Le mécanisme qui aurait dû empêcher cet oncogène de s'exprimer a été bloqué et tous les enfants sont morts de leucémie. L'inactivation ou l'activation d'un gène peut perturber au fil des générations, indépendamment de l'événement qui l'a provoqué et dont on peut tout ignorer. Il s'agit de ce qu'on appelle une épimutation qui peut se maintenir ou au contraire disparaître si l'environnement change. C'est ainsi qu'au cours du développement embryonnaire, certains gènes sont activés, puis inactivés, puis à nouveau activés. Et c'est ce processus qui permet la différenciation cellulaire. Ce qui fait que ces épimutations sont tout à fait différentes des mutations qui affectent les gènes, c'est qu'elles sont réversibles, alors que les mutations qui touchent l'ADN, hélas, sont systématiquement transmises à la descendance. Un caractère induit par une épimutation peut se transmettre sur 2 ou 3 générations, en l'absence de la cause qui l'a produite. Ainsi, par exemple, Daphne, ce petit crustacé d'eau douce, a une tête toute ronde quand il n'y a pas de danger. Mais dès qu'il y a un danger, sa tête toute ronde se transforme en un véritable casque à pointe pour trucider le prédateur. Les tout petits, les rejetons, arriveront au monde avec le casque protecteur, même s'il n'y a plus aucun assaillant aux alentours.
Donc le caractère casque pointu, acquis par la mère quand elle a eu très peur, va être transmis à la descendance. Tout se passe comme si le caractère acquis initialement par l'environnement était devenu, pour un certain temps seulement, héréditaire, c'est-à-dire transmissible. La compréhension de ces mécanismes devrait mettre un terme à certaines querelles historiques. Je ne vais pas vous rappeler toute l'histoire qui avait opposé Lysenko à Darwin. Ça s'est terminé par la mise au goulag de tous les généticiens russes. À première vue, en proposant un mécanisme permettant la transmission héréditaire de certains caractères acquis, l'épigénétique semblerait valider les thèses de Lamarck. Mais outre que ce mécanisme ne concerne qu'une proportion relative des caractères, il faut plutôt le comprendre dans le cadre d'un darwinisme comme un moyen supplémentaire d'augmenter de l'augmentation de la variabilité des caractères qui seront soumis à la sélection naturelle. Finalement, les effets épigénétiques sont des accélérateurs de l'évolution, car les épimutations sélectionnées finissent par se transformer en véritables mutations stables. C'est ainsi qu'en 2008, la mutation d'un gène a été démontrée chez des enfants dont la mère avait subi une carence alimentaire pendant la guerre. On a examiné le même gène chez les frères et sœurs qui sont nés ou avant la guerre ou bien après la guerre, et ces gènes étaient restés normaux. La transmission de ce remaniement épigénétique aux générations suivantes est actuellement en cours d'étude. L'hypothèse de l'hérédité épigénétique ouvre de nouvelles perspectives sur le rôle de l'environnement dans l'apparition, la disparition ou la variance de la fréquence de certaines affections. L'allergie, déjà considérée comme un mode d'interaction entre la constitution génétique et l'environnement, est en passe d'apporter la preuve de ce mode de transmission héréditaire. Une étude effectuée en Californie comparait des enfants de moins de 5 ans souffrant ou non d'asthme selon l'exposition in utero à la fumée de tabac. Le résultat très significatif démontre une forte augmentation des crises d'asthme chez des enfants dont la mère a fumé durant leur vie intra-utérine. L'augmentation est encore plus significative si la mère et la grand-mère maternelle avaient fumé durant les grossesses correspondantes. Le résultat reste significatif quand l'enfant asthmatique n'a pas été exposé directement in utero ou par son entourage familial, mais que sa mère non fumeuse avait été exposée in utero au tabac. Ces épimutations sont souvent provoquées par des changements de l'environnement. Chez l'homme, la nutrition semble jouer un rôle très important. Plusieurs études indiquent que la nature de l'alimentation peut agir sur l'état de santé des descendants sur 2 ou 3 générations. Ainsi, une vaste enquête épidémiologique effectuée au nord de la Suède, où ont alterné des périodes de famine et des périodes d'abondance, a montré que lorsque le grand-père avait bénéficié d'une alimentation riche durant son jeune âge, la mortalité de ses petits-fils par diabète était 4 fois plus élevée que la moyenne. Par contre, si le grand-père avait connu une période de famine à un âge plus avancé, ses descendants sont protégés du diabète et des maladies cardiovasculaires. Pour comprendre ces différences, il faut se souvenir que chez l'homme, la formation des spermatozoïdes débute en fait à la puberté et est à son maximum à 20-30 ans. Des modifications épigénétiques liées à l'alimentation pourraient alors être imprimées sur les spermatozoïdes à ce moment-là. Chez nous, les femmes, la période sensible est au contraire existe durant notre propre vie intra-utérine. Il apparaît donc que tout ce qui est vécu au moment d'une période cruciale de la vie peut avoir une influence sur plus d'une génération et s'exprimer d'une façon différente et spécifique en fonction du sexe.
Le rôle du génome dans le vieillissement a été considéré comme probable depuis la démonstration d'un certain degré de transmission héréditaire de la longévité. Alors que la plupart des gènes ont été conservés au cours de l'évolution et se retrouvent dans des espèces très différentes, on ne sait toujours pas pourquoi les souris, avec qui on a 97% de gènes en commun, ne vivent que 4 ans, alors que l'homme peut vivre plus de 100 ans. Selon l'INSEE, actuellement, l'espérance de vie est de l'ordre de 78 ans pour les hommes, 85 pour les femmes. Pas loin de 20% de personnes vivant en France ont actuellement plus de 65 ans. Les mutations de certains gènes ont été découvertes dans certaines maladies, comme par exemple la progéria ou le syndrome de Werner. Un chercheur croate, Ramdam, travaillant à Paris, pense avoir découvert le secret de la longévité en travaillant sur une bactérie qui s'appelle corned beef, découverte en 1956 dans des boîtes de conserve de viande stérilisées à coups de rayons gamma à des doses colossales. Cette bactérie, particulièrement résistante, a été trouvée dans le désert, brûlée par le soleil, totalement déshydratée, en état de mort apparente. Elle revient à la vie en présence d'une seule goutte d'eau. Et alors à ce moment-là, se multiplie à une vitesse normale, comme si de rien ne s'était passé. En fait, le professeur Ramdam a constaté que cette bactérie était capable de s'auto-réparer en 3 ou 4 heures, en dupliquant son génome, ce qui lui permet d'avoir des tas de pièces de rechange, pouvant reconstituer le puzzle, et à ce moment-là, la bactérie a retrouvé une nouvelle jeunesse. Selon lui, les protéines qui sont capables de reconstituer le puzzle de la bactérie sont à l'œuvre dans tous les organismes vivants. Elles devraient nous protéger contre la rouille moléculaire provoquée par les radicaux libres, qui sont des molécules d'oxygène instables et incomplètes qui attaquent l'organisme et peuvent endommager d'une manière irréversible les principaux constituants de la cellule. Si les protéines réparatrices ne jouent pas bien leur rôle lors de notre vieillissement, c'est qu'elles sont victimes, elles aussi, de la corrosion. La première source de radicaux libres est naturelle. Ils sont produits par l'activité même de nos cellules, par notre respiration. En fait, à chaque fois que l'on respire, l'oxygène amène à notre organisme des radicaux libres qui sont facilement neutralisés grâce aux antioxydants dont peut disposer notre corps si nous lui fournissons les éléments nutritifs nécessaires. Mais ils viennent également, et souvent en très grande quantité, de nombreux facteurs extérieurs comme la pollution, l'exposition excessive au soleil, l'alcool, le tabac, l'alimentation pauvre en antioxydants et en fibres, avec une consommation excessive en viande rouge, en sucre raffiné, en conserve. Le stress, l'agitation, l'anxiété augmentent leur production. Et c'est en raison de leur accumulation que les capacités de notre organisme à fabriquer des antioxydants risquent d'être dépassées, ce qui est responsable d'un vieillissement prématuré. Alors des rides apparaissent, la peau devient très fine, des atteintes cardiovasculaires surviennent, les maladies auto-immunes, le diabète, les troubles articulaires, le cancer. Heureusement, on peut apporter des antioxydants par l'alimentation en privilégiant les fruits, les légumes de couleurs variées, car chaque couleur correspond à un type d'antioxydant précis. Il n'y a pas de définition universelle du vieillissement. Son étude quantitative se fait à partir de courbes fondées sur l'âge de la mort. Ces courbes révèlent la fréquence en fonction de l'âge des pathologies qui entraînent le décès. Mais le vieillissement ne peut se mesurer que par la pente, le déclin régulier des paramètres physiologiques en fonction de l'âge. La compilation de 80 paramètres ainsi étudiés révèle que pratiquement chaque fonction de l'organisme décline
à une vitesse différente, comme si on vieillissait en pièces détachées. Au moment où certaines fonctions sont perdues, d'autres, au contraire, sont parfaitement normales. Une des explications de ce vieillissement individualisé des organes pourrait être leur plus ou moins grande capacité de renouvellement des tissus qui les constituent. Dans certains, comme la peau, de nouvelles cellules remplacent en permanence et rapidement celles qui meurent. Dans d'autres tissus, comme le cerveau, le renouvellement est limité. Il n'y a pas de doute, en vieillissant tous, la plupart d'entre nous, on constate qu'on a quelquefois des trous de mémoire. On voit bien la personne dont on veut parler, mais on ne retrouve pas son nom. Or, ce n'est pas le signe d'une pathologie démentielle, non, mais tout simplement un témoin d'un vieillissement physiologique. Après bien des années de controverses et des études récentes effectuées en particulier à Toulouse, confirment qu'il y a bien dans l'espèce humaine apparition de nouveaux neurones tout au long de la vie, en particulier dans l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Ce taux de renouvellement est proche de celui observé chez la souris. Et si on interroge une souris sur un souvenir nouvellement formé, on voit que les nouveaux neurones sont activés. Ils sont surtout utilisés pour le codage de nouvelles informations. L'un des auteurs de ce travail conclut en stimulant ces souris par des exercices de cognition ou du sport, nous constatons que la production de nouveaux neurones s'accélère. Un environnement stimulant prévient le vieillissement cognitif, et ceci à tous les âges de la vie. La fonction musculaire est l'un des déterminants majeurs de la fragilité de la personne âgée. Dans les troubles de l'équilibre entraînant des chutes et des fractures, c'est le vieillissement musculaire qui est le principal responsable. La pratique régulière d'au moins 3/4 d'heure par jour, quotidiennement, et pas simplement une fois par semaine, est certainement la meilleure prévention du vieillissement, de la fragilité du vieillissement. De façon moindre, et dans certaines circonstances, le volume des cellules peut augmenter dans le muscle cardiaque. Le système respiratoire reste capable de maintenir des essences gazeuses au repos ou lors d'exercices tout au long de la vie. Mais le débit cardiaque diminue avec l'âge. La sédentarité, l'alimentation trop riche en graisse entraîne des allergies. La pollution atmosphérique, le tabac, tous ces facteurs générant les maladies dites de civilisation accélèrent l'apparition des pathologies liées à l'âge. Le vieillissement réussi se prépare bien en avant, bien en amont de la survenue de la pathologie, voire dès l'enfance. Tout n'est pas génétique. Tout n'est pas génétique. Tout n'est pas génétique. Nous ne sommes pas sur des rails, programmés une fois pour toutes, pour le meilleur et pour le pire. Être unique et donc irremplaçable, nous sommes dépositaires d'un trésor qui nous a été donné gratuitement et dont nous serons redevables, et la science moderne à son plus haut niveau nous apprend que cette responsabilité s'étend aux générations à venir. Et lors d'une célébration, le pape François nous a invités à être des gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l'autre, de l'environnement. Et tout récemment, lors d'une audience, il a rappelé avec force: cultiver et garder la création est une indication de Dieu donnée non seulement au début de l'histoire, mais à chacun d'entre nous. Cela fait partie de son projet. Cela signifie faire croître le monde avec responsabilité en le transformant afin qu'il soit un jardin pour tous. Je vous remercie.